À mon anniversaire, ma sœur a fait teinter son verre et a dit « Buvons à la plus grande perdante de cette famille ». Tout le monde a éclaté de rire. J'ai levé mon verre et j'ai dit « Et à ceux qui viennent de perdre leur compte de streaming, d'épicerie et d'essence ». La table est devenue silencieuse et ma sœur a laissé tomber son verre. Mon anniversaire était déjà gâché au moment où la sonnette a retenti. C'était censé être un dîner tranquille, une petite réunion avec quelques cousins, des membres de la famille proche, rien de fantaisiste. J'avais passé 2 jours à cuisiner et une semaine entière à rendre mon appartement impeccable, quelque chose dont je pouvais être fière. J'avais même acheté un nouveau tapis, le genre sur lequel Léa marcherait habituellement en talons et plaisanterait en disant qu'il avait l'air très chic à petit prix. Ils sont arrivés 30 minutes en retard. Bien sûr, Léa est arrivée la première, portant des lunettes de soleil même s'il faisait presque nuit. Elle est entrée comme si elle était filmée, a laissé tomber son sac de créateur sur le comptoir de ma cuisine et a commencé à ouvrir les placards comme si c'était chez elle. Mes parents ont suivi. Ma mère m'a dit bonjour tout en scannant la pièce et en murmurant quelque chose à mon père, qui est immédiatement allé au réfrigérateur et s'est servi la dernière bouteille de vin que j'avais gardée pour le dîner. J'ai su à ce moment-là que cette soirée n'allait pas être à propos de moi. Ça ne l'était jamais. Au dîner, tout le monde tenait son rôle habituel. Ma mère jouant le rôle de la matriarche éplorée qui ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas encore casée. Mon père faisant des blagues sur le fait que je n'ai toujours pas compris comment gagner de l'argent, réel. Ma sœur rebondissant entre les gens comme une mondaine, parlant de sa nouvelle routine de soins de la peau et de l'importance de ne pas laisser le capitalisme ruiner votre vibe. Mon cousin Étienne lui a demandé comment elle arrivait à se payer autant de soins personnels. Léa a souri et a dit « C'est incroyable ce qui se passe quand vous lâchez prise et laissez l'univers payer vos factures. » Personne n'a rien dit. Personne n'en avait besoin. Tout le monde savait d'où venait son argent. De moi. Cela a commencé petit. Un Uber par-ci, une facture de carte de crédit par-là. Puis ce fut le loyer, l'épicerie, son forfait téléphonique, son Spotify, son essence. Elle m'a appelé une fois ça, sponsor d'abondance, comme si c'était une blague. J'ai ri. Puis j'ai pleuré plus tard en pensant qu'elle n'avait pas de travail, aucune intention d'en avoir un et qu'elle était toujours traitée comme une reine chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Moi. C'est moi qui arrivais à peine à payer mon loyer, jonglant avec des projets en freelance et des postes à temps partiel dans une librairie, toujours regardée de travers par mes propres parents parce que je n'avais ni mari ni maison. Je pensais pouvoir supporter une nuit, juste sourire pendant le dîner, souffler quelques bougies, simuler un merci pour la carte cadeau que mes parents me donneraient inévitablement pour un magasin où je ne fais jamais d'achat. Mais alors elle s'est levée. Elle a tapé son verre avec une fourchette et a dit « Buvons à la plus grande perdante de cette famille ». Des rires ont suivi instantanément, fort, comme si tout le monde l'avait attendu toute la nuit pour qu'elle le dise. Ma mère a ri le plus fort. Mon père a fait teinter son verre contre le sien. Une de mes tantes, pas même ivre, a dit « C'est tellement Léa ». Comme si c'était adorable. Je n'ai pas ri. J'ai attendu qu'il se calme. Puis j'ai levé mon verre et j'ai dit « Et à ceux qui viennent de perdre leur compte de streaming, d'épicerie et d'essence ». Silence. Immédiat. Elle a cligné des yeux. Le verre a glissé. Le vin a frappé la table et s'est répandu comme du sang sur la nappe. Ma mère a haleté, non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause du désordre. Mon père a semblé confus comme s'il avait besoin d'une seconde pour comprendre. Léa m'a juste fixé. Il lui a fallu un instant pour comprendre. Et puis j'ai vu la prise de conscience. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, je suis sortie sans toucher au gâteau que j'avais fait moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un SMS. Ton Netflix ne marche pas, règle ça, s'il te plaît. J'ai répondu, ce n'est plus mon problème. Tu vas te débrouiller. Elle n'a pas répondu. Mais ce fut le début. Le moment où j'ai arrêté d'expliquer, d'excuser et de prétendre que cette famille me voyait clairement. Léa n'a pas envoyé de SMS le lendemain matin. Pas même un emoji passif-agressif. Rien. Puis, 3 jours plus tard, tu as annulé les livraisons d'épicerie ? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé,
c'est vraiment insensé. Je n'avais rien dans le frigo, même pas d'œufs. Quel est ton problème? C'était le moment où je paniquais, me sentais coupable, me précipitais pour lui envoyer une carte cadeau ou commander des courses pour arranger les choses. Mais j'ai juste éteint mon téléphone et je suis retournée à mon tableur. Le lendemain, elle a appelé 2 fois de suite. Je n'ai décroché aucune des 2 fois. La 3e fois, elle a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà l'imaginer faire les 100 pas dans son appartement, un appartement que je l'avais aidé à obtenir, faisant ses respirations dramatiques, les bras s'agitant partout, se parlant à elle-même tout en me traitant de « contrôlante, jalouse, aigrie ». Puis est venue la note vocale. Celle-ci, je l'ai jouée. Elle a commencé calmement comme si elle donnait une conférence TED, puis elle a dégringolé. Elle a dit que c'était bas même pour moi, que j'agissais comme si j'étais meilleure qu'elle juste parce que je me sentais à l'aise de vivre comme une pauvre. Ces mots, à l'aise de vivre comme une pauvre. J'ai éclaté de rire. Je marchais dans le rayon des fruits et légumes quand je l'ai joué et j'ai dû m'arrêter et m'appuyer sur mon caddie. J'avais payé son loyer pendant 11 mois. J'avais payé sa facture d'essence. J'avais payé ses courses, ses commandes Amazon, son maquillage, ses vitamines. Je m'étais réveillée une fois à 2 heures du matin pour lui envoyer 60 € parce qu'elle était en pleine crise et avait besoin de sushis. Mais maintenant, j'étais accusée d'être trop à l'aise d'être fauchée. Ça n'allait plus passer. Cette nuit-là, j'ai déterré son ancien CV, celui que j'avais écrit pour elle il y a 2 ans quand elle avait dit qu'elle voulait essayer le monde de l'entreprise juste une fois. Il y avait son stage inventé, sa moyenne réelle truquée d'1 demi-point, et un faux rôle de consultante créative que nous avions inventé pour qu'il ne semble pas qu'elle soit au chômage depuis l'obtention de son diplôme. Je l'ai mis à jour, j'ai changé son numéro de téléphone pour une ligne Google Voice que je contrôlais, j'ai mis à jour son email, mis en place des alertes et postulé à des emplois en son nom, principalement des rôles administratifs, de niveau débutant, en télétravail uniquement, parce que je savais qu'elle ne se présenterait nulle part en personne. J'ai géré les lettres de motivation. J'ai utilisé un langage qu'elle n'aurait jamais utilisé, comme « orienté solution » et « esprit d'équipe ». J'ai même utilisé un modèle pour lequel elle s'était moquée de moi une fois parce que je l'avais enregistré dans mes fichiers. En 4 jours, elle avait 3 entretiens prévus. Je lui ai envoyé un SMS, je t'ai réservé 3 entretiens d'embauche. Ils sont en télétravail. Ils paient. Tu y vas. Elle a répondu presque immédiatement. Excuse-moi? Tu as sérieusement fait ça sans me demander? Qui tu te prends pour qui alors? Je ne vais pas gaspiller mon énergie à faire un travail administratif ennuyeux pour 18 € de l'heure. Ce n'est pas qui je suis. J'ai répondu, alors découvre qui tu es sans mon argent. Elle n'a pas répondu. Plus tard cette nuit-là, ma mère m'a envoyé un SMS, tu sais, Léa essaie. Ne sois peut-être pas si dure. Elle n'est pas faite comme toi. Tu es la plus forte. Encore une fois, pas faite comme moi. Comme si être responsable était une bizarrerie génétique et non pas des années à tenir ma propre vie et la sienne avec du ruban adhésif et de la dignité. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé à Léa les invitations du calendrier et les détails de connexion. Puis je suis allée me coucher. Elle n'a répondu à aucun de mes messages le lendemain. Elle ne s'est pas présentée au premier entretien. J'ai pensé que c'était fini. Mais le dimanche soir, juste avant minuit, elle a envoyé un SMS, d'accord, j'en essaierai un. Elle s'est présentée en sweat à capuche et boucle d'oreilles créole et m'a appelé après pour se vanter qu'ils avaient adoré son énergie et avaient dit qu'elle était une bouffée d'air frais. J'ai demandé, tu as eu le poste? Elle a dit, évidemment. Ils ont pratiquement supplié. C'était un poste d'assistante à distance pour une start-up au Colorado. Gestion de calendrier, tri de mails, réponse aux tickets de service client. 17 € de l'heure, 20 heures par semaine. Pas beaucoup, mais quelque chose. J'ai pensé que ça durerait une semaine, mais ensuite elle a commencé à travailler, vraiment à travailler. Elle se levait avant midi, envoyait des emails, m'appelait moins, publiait moins de diatribes spirituelles. Une fois, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas faire de fast time car elle devait terminer un rapport. Je n'ai rien dit,
mais cela m'a choquée. Et nos parents, ils ont agi comme si elle venait de gagner un Oscar. Ma mère a appelé et a dit qu'elle était fière de Léa pour avoir fait des progrès. Mon père a dit qu'elle avait juste besoin de temps pour trouver sa voie. Tout le monde ne trouve pas sa voie rapidement comme toi. Rapidement? Il m'a fallu 8 ans pour être à peine stable. Je n'avais pas d'assurance maladie, pas de plan de secours, et je passais encore des nuits à me demander si un seul chèque en retard me coulerait. Mais bien sûr, j'avais la vie facile. J'ai commencé à me demander si peut-être, juste peut-être, c'était un tournant. Peut-être que Léa voyait enfin le monde réel et décidait qu'elle voulait en faire partie. C'était la première fois depuis des années que je me permettais de penser que peut-être elle changeait, que peut-être cette fois serait différente. Mais j'aurais dû savoir mieux. Pendant un temps, je me suis permis d'y croire. Léa travaillait, vraiment. Elle a commencé à utiliser des mots comme « bloc de calendrier » et « protocole de suivi ». Une fois, je l'ai appelée à midi et elle a murmuré qu'elle était en réunion, une vraie réunion avec une caméra allumée. Je m'attendais à moitié à ce que ce soit une blague, mais non, elle partageait son écran et tout. C'était comme regarder une personne différente. Elle a arrêté de me taguer dans des mèmes d'astrologie stupides sur la façon dont les scorpions sont faits pour être vénérés. Elle ne m'a pas appelé pour exiger du lait d'avoine à 22 heures. Elle n'a pas dit qu'elle était trop sensible pour le monde du travail. Elle a juste travaillé. À un moment donné, elle m'a dit que son patron l'avait trouvée étonnamment fiable. Elle détestait le mot « étonnamment », mais je lui ai dit de prendre ça comme une victoire. Elle a ri et a dit « Ne t'habitue pas à ce que je sois aussi ennuyeuse ». Mais je pouvais l'entendre dans sa voix. Une partie d'elle aimait la stabilité, même si elle ne voulait pas encore l'admettre. Elle payait ses propres courses, achetait son propre shampoing, a remplacé le faux sac de créateur qu'elle m'avait supplié d'avoir par un fourre-tout neutre bon marché qui avait en fait l'air plus professionnel. Elle a même commencé à tenir un tableau de ses dépenses. Sa propre version avec des émojis dans les étiquettes. Mais malgré tout, je regardais tout cela se dérouler comme quelqu'un qui voit son rêve le plus fou se réaliser prudemment. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à l'impact chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone. Puis est arrivé le message qui m'a presque fait pleurer. Je comprends pourquoi tu étais en colère. J'ai vraiment tout gâché. J'essaie, Anne. Je te jure que j'essaie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai fixé pendant presque 10 minutes. Une partie de moi voulait l'appeler. Une partie de moi ne lui faisait pas confiance, mais j'ai répondu, essayez, c'est tout ce que j'ai toujours voulu que tu fasses. Après cela, les choses sont devenues étranges d'une manière différente, agréablement étranges. Elle a commencé à prendre de mes nouvelles avant de demander des conseils. Elle n'a pas automatiquement supposé que je réparerais tout. Elle a commencé à offrir son aide. Des petites choses comme relire mon CV quand je postulais à un emploi sous contrat ou m'envoyer un mème amusant quand elle savait que j'avais eu une mauvaise journée. Ce n'était pas dramatique. C'était juste humain. Elle a même fait pleurer notre mère une fois, non pas par drame, mais parce qu'elle a dit merci pendant le dîner. Un vrai merci. Ma mère a réellement posé sa main sur son cœur comme si elle vivait une expérience spirituelle. Notre père a dit qu'il était fier d'elle de « prendre la vie à bras le corps », ce qui était une chose ridicule à dire, mais peu importe. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'il ait jamais faite à l'une de nous en public. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui étais analysé, décortiqué ou tourné en dérision. J'ai commencé à penser à l'avenir, comme si elle allait peut-être continuer comme ça. Peut-être qu'elle construirait quelque chose de réel. Peut-être que nous pourrions avoir une relation qui n'était pas basée sur la culpabilité et le ressentiment. J'avais tellement l'habitude du chaos que son absence semblait étrange. Puis elle a eu une augmentation. C'était petit, 2 € de l'heure, mais elle m'a envoyé un SMS avec 14 points d'exclamation et a ensuite appelé pour dire « Je suppose que je fais officiellement partie des 1% maintenant ». Je lui ai dit que j'étais fière d'elle, et je le pensais. Les semaines suivantes ont été les plus calmes que nous ayons eues depuis des années. Pas de disputes, pas de drame d'argent, pas de commentaires accidentels sur la façon dont je devrais faire plus de ma vie. Elle est même venue un dimanche et a apporté un dessert, payé avec sa propre carte. Elle s'est assise sur mon canapé,
a enlevé ses chaussures et a parlé de vouloir reprendre les études à temps partiel. J'ai dit, ce serait génial. Elle a dit qu'elle voulait étudier la psychologie. Je n'ai pas ri parce que pendant un instant, j'y ai cru. J'ai pensé que le cycle était enfin brisé. J'ai baissé ma garde. Je me suis permis de respirer. Et quelque part au fond de moi, j'ai réellement commencé à la soutenir. Mais c'était mon erreur. Car ce qu'il y a avec les gens comme Léa, quand ils ont ne serait-ce qu'un aperçu de la structure, ils se convainquent qu'ils l'ont inventée. Et au moment où cela commence à devenir réel, ils le détruisent juste pour prouver qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Cela s'est déroulé un mardi. Pas un effondrement dramatique un vendredi soir. Pas une dispute hurlante lors d'un dîner de famille. Juste un mardi, calme, gris, le genre de journée où rien de majeur n'est censé se passer. J'étais en train de me préparer pour un appel client quand Léa m'a envoyé un mémo vocal, j'arrête. J'ai déjà envoyé l'email. Liberté enfin. Je ne peux même pas expliquer le soulagement. Pas d'avertissement, pas de préparation, juste ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai écouté à nouveau comme si je l'avais mal entendu, mais non, elle avait vraiment démissionné. Le travail qui, selon elle, avait changé sa vie. Le travail qui lui avait apporté son indépendance, son agenda, ses courses. Parti. J'ai appelé. Elle a répondu instantanément comme si elle attendait. Pourquoi? Elle a dit, j'en avais marre de faire semblant. Toute cette énergie de calendrier et de clients, ce n'est pas moi. Je faisais semblant, Anne. Je ne suis pas faite pour travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu étais douée pour ça. Elle a répondu, exactement. C'est le piège. Je deviens bonne, puis je suis coincée. Et être bonne à quelque chose ne signifie pas que tu es censé le faire. Cette phrase m'a fait m'asseoir physiquement. Elle a dit qu'elle allait créer quelque chose à elle. J'ai demandé quoi? Elle a dit qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle avait des visions. Tu as des économies, a-t-elle ajouté. Tu pourrais m'aider à lancer quelque chose. Juste 2000 € par mois. Ce n'est rien pour toi maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je crois que j'ai émis un son. Pas un mot, juste un bruit. Elle a continué, tu as toujours voulu que je fasse quelque chose de réel. Eh bien, c'est ça. J'ai juste besoin d'espace pour comprendre. Pense à cela comme un investissement commercial ou comme un rattrapage émotionnel. Rattrapage émotionnel. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait jamais changé. Elle n'avait pas vu le travail comme un pas en avant. Elle l'avait vu comme un costume temporaire, quelque chose à porter jusqu'à ce que les gens applaudissent. Et maintenant que les gens avaient applaudi, elle voulait partir, voulait être célébrée pour être partie, voulait être payée à nouveau par mois. L'appel s'est terminé quand j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas de colère, mais d'épuisement. Un épuisement que je ne savais même pas qu'il était en moi avant ce moment. J'ai commencé à écrire une liste de tout ce que j'avais payé au cours de la dernière année. Je me suis arrêtée après la 2e page. Je n'arrivais même pas à la finir. Elle a de nouveau envoyé un SMS le lendemain matin, tu as réfléchi aux 2000 €? Juste pour commencer. J'enverrai une proposition si tu veux que ce soit formel. Une proposition? Comme si c'était une réunion de présentation. Je n'ai pas répondu par SMS. Je suis allée directement à son appartement. Quand elle a ouvert la porte, elle a eu l'air surprise de me voir, comme si c'était juste un autre jour ordinaire. Elle avait des cristaux sur la table basse et de l'encens qui brûlait. Elle portait un de mes vieux sweats. Elle m'a offert du thé. Je ne me suis pas assise. J'ai dit tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années à propos de l'argent, du manque de respect, de la façon dont nos parents ne l'avaient jamais tenu responsable, de la façon dont elle avait transformé mon soutien en une blague, de la façon dont elle me faisait sentir que la stabilité était quelque chose à moquer. J'ai dit que j'en avais fini. Non pas avec son travail ou son attitude, mais avec elle, avec le rôle dans lequel j'avais été forcée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle m'a juste regardée comme si j'étais celle qui exagérait. Puis elle a dit, très bien.
Si c'est comme ça, ne reviens pas en courant quand je réussirai. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Je suis sortie et cette fois, je le pensais. Le lendemain, j'ai appelé notre mère. Je lui ai dit que je n'allais plus parler de Léa. Je n'allais plus la financer, la soutenir ou l'expliquer. Je lui ai dit que s'il voulait continuer à prétendre que Léa était un génie incompris, il pouvait le faire sans moi. Ma mère était silencieuse. Puis elle a dit, « J'espère que tu ne regretteras pas ça. » J'ai dit, « J'ai regretté chaque minute où j'ai laissé faire. C'est fini maintenant. » Et ce fut le jour où j'ai arrêté d'essayer de la sauver. Mais ce n'était pas la fin. Car ce qui s'est passé après, même moi je ne l'ai pas vu venir. 2 semaines. C'est la durée du silence. Pas un seul mot de Léa. Pas même une fausse excuse ou un mémo vocal dramatique. Mes parents n'ont pas non plus pris contact, ce qui ne m'a pas surprise. J'ai pensé qu'ils se serraient les coudes, cherchant des excuses pour elle, peut-être même se convainquant que j'étais allée trop loin. Je les imaginais assis autour de la table de la cuisine, disant des choses comme « Anne a toujours été un peu intense, et Léa a juste besoin de soutien en ce moment. » Mais ensuite Chloé a appelé. Elle m'a demandé si j'avais vu la nouvelle publication de Léa sur Instagram. J'ai dit « Non, je l'avais mise en sourdine il y a des semaines. » Chloé a dit « Tu vas vouloir regarder. » Elle est en pleine spirale publique. Alors, j'ai vérifié et il y avait un long selfie trop filtré de Léa fixant un miroir avec de fausses larmes dessinées à l'aide d'une application, légendée. Parfois, il faut s'éloigner des gens qui vous sourient en face tout en écrasant lentement votre esprit. Certaines blessures portent des masques. La famille peut être la plus lourde des chaînes. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. Je me choisis. En dessous, les commentaires affluaient. Tu es si courageuse. Continue de briller, ma belle. Ta sœur a toujours été jalouse. L'énergie ne ment pas, puis je l'ai vue. Un commentaire d'une fille que je reconnaissais à peine. Quelqu'un que nous connaissions toutes les deux du lycée. Tu mérites mieux. Je me souviens comment Anne te traitait. Reste forte. J'ai senti quelque chose au fond de ma poitrine. Non pas de la rage, quelque chose de plus froid. Une sorte de déconnexion finale. Comme si quelqu'un venait de fermer une porte et de la verrouiller de l'autre côté. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était fatiguée, comme si elle portait quelque chose mais ne voulait pas le nommer. Elle a dit que Léa était revenue à la maison, qu'elle était épuisée émotionnellement et spirituellement et avait juste besoin de se réinitialiser. Réinitialiser. Ce mot encore. C'était le même mot qu'ils avaient utilisé lorsque Léa avait abandonné l'université en 2e année, lorsqu'elle avait laissé tomber sa certification de coach en bien-être parce que l'instructeur dégageait une « énergie de pénurie », lorsqu'elle avait abandonné son dernier emploi et blâmé la « structure coloniale », du 9 à 5. Réinitialiser. Ma mère m'a demandé d'être compatissante. Tu sais comment elle est Léa. Elle ne veut pas faire de mal aux gens. Elle panique juste parfois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti un vieux journal. J'ai feuilleté des années d'entrée, des notes que je m'étais écrites après avoir payé son loyer, réglé ses amendes en retard, me battu avec les propriétaires en son nom. Toutes les fois où elle avait pleuré, promis que ce serait différent, puis disparu jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau besoin de quelque chose. Et puis 3 nuits plus tard, elle m'a envoyé un SMS. Juste 2 mots, je suis désolée. Cela est resté sur mon écran comme une mine terrestre. Pas d'explication, pas de contexte, pas de réel changement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, peux-tu m'aider? Juste pour ce mois. 2000 €. J'ai juste besoin d'un peu de répit, s'il te plaît. Elle a suivi avec un mémo vocal. Je ne l'ai pas joué. Je savais ce qu'il contenait. Du désespoir déguisé en humilité. Une vague histoire sur la difficulté de la vie dernièrement, et sur le fait qu'elle essaie, vraiment essaie, et que je devrais juste lui faire confiance une fois de plus. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je ne pouvais pas, car je savais comment cette histoire se terminait. Je l'avais lu 100 fois dans différentes polices. Cela se terminait toujours de la même manière,
moi donnant et elle s'éloignant jusqu'à la prochaine fois qu'elle aurait besoin d'être sauvée. Alors, j'ai bloqué le numéro. Ce fut la dernière fois qu'elle me contacta directement. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un SMS. Juste une courte ligne, tu n'avais pas besoin de la couper complètement. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas 1000 choses à dire, mais parce que j'en avais fini de dépenser mon énergie à convaincre les gens de voir ce qui était devant eux. Je pensais que la couper serait comme une guerre. Je pensais qu'il y aurait des réactions, des supplications ou de la culpabilité. Mais au lieu de cela, il n'y eut que le silence. Le genre de silence qui ressemble à de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas de ce dont elle avait besoin, de ce qu'elle complotait ou de savoir si j'allais être entraînée à nouveau. La porte était fermée. Le pont était brûlé. Et je ne marcherais plus sur les cendres. Elle voulait que le monde tourne autour d'elle. Elle voulait du soutien sans effort, de l'argent sans travail, du pardon sans changement. J'en avais fini de donner. Et le calme qui a suivi, il n'était pas vide. C'était la paix. Ce que personne ne vous dit à propos de couper les ponts avec quelqu'un, c'est à quel point l'après est ennuyeux. Pas paisible, pas triomphant. Juste calme, tellement calme. Comme rester dans une maison après une coupure de courant. Vous vous attendez toujours à ce que quelque chose brise le silence, mais rien ne vient. Des semaines passèrent, puis des mois, pas de SMS, pas d'appel, pas de citations Instagram cryptiques avec des légendes comme « Je lâche ce qui ne me sert plus ». Elle est restée bloquée et je n'ai pas vérifié. La curiosité était là au début. Je mentirais si je disais le contraire, mais j'ai résisté. C'était comme toucher une plaque chauffante juste pour voir si elle brûlait encore. La dynamique familiale a changé. Subtilement au début. J'ai cessé de me présenter à de petites choses. Dîner d'anniversaire, visite impromptue du dimanche, les choses auxquelles j'assistais par obligation, par culpabilité. Ma mère continuait d'envoyer des invitations comme si rien ne s'était passé. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Un jour, Chloé m'a envoyé une photo. Léa en arrière-plan lors d'un barbecue familial, assise sur le côté avec une cigarette et des écouteurs, portant un t-shirt que je lui avais acheté il y a 2 ans. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage avait l'air fatigué, pas triste, juste vide, détaché, a ajouté Chloé. Elle parlait à peine à qui que ce soit, juste assise là à faire défiler et à vapoter. Notre oncle a essayé de lui parler et elle lui a dit qu'elle jeûnait mentalement. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'ai pas demandé. D'après ce que j'ai pu reconstituer, principalement grâce à Chloé et à quelques cousins, Léa n'a jamais retrouvé de travail. Elle disait que le capitalisme était mort et qu'elle travaillait sur du contenu, mais personne n'a jamais rien vu de publié. Elle parlait beaucoup de lancer un podcast, un cours ou une marque. Elle a lancé un Patreon, mais n'a jamais rien téléchargé. Quelques personnes se sont abonnées par pitié. Cela n'a pas duré. Elle est restée chez mes parents. Tous les 3 ont prétendu que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. J'ai entendu dire que mon père lui avait acheté un nouvel ordinateur portable. Ma mère a commencé à parler de sa saison créative, comme s'il s'agissait d'une tempête. Ils attendaient tout ce qu'elle passe. Ils la laissaient dormir, manquer des rendez-vous, sauter des événements familiaux. Ils disaient qu'elle guérissait. Ils disaient qu'elle cherchait sa voie. Mais la vérité est qu'elle a arrêté d'essayer. Et quand personne ne l'a forcée à se lever, elle ne l'a tout simplement pas fait. Elle a eu 21 ans cet automne-là. Pas de fête, pas de plan, juste un dîner à la maison. Ma mère a posté une photo d'elle soufflant les bougies, les yeux mi-clos, portant le même sweat à capuche qu'elle portait chez moi quand elle voulait de l'argent. La légende disait, notre fille, si sage, si pleine de lumière, de lumière. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Non pas de colère, même plus de ressentiment. Juste une étrange sorte d'incrédulité. Non pas qu'elle ait fini là, mais que j'ai jamais cru qu'elle ne le ferait pas. Je pense encore à elle parfois. Pas souvent, et jamais d'une manière qui me donne envie de décrocher le téléphone. Je pense à toutes les fois où je l'ai tirée d'affaire. À toutes les excuses que j'ai faites en son nom.
À toutes les fois où je me suis transformée en quelqu'un de petit et de calme juste pour maintenir la paix, et pourquoi? Elle vit dans la même chambre que celle où elle a grandi. Porte toujours fermée. Elle emprunte la voiture de ma mère quand elle veut s'inspirer, et utilise la carte de crédit de mon père pour DoorDash. Elle publie une fois par mois maintenant. Généralement un coucher de soleil flou ou un journal couvert d'autocollants avec des légendes comme « Nouveau chapitre en cours de chargement ». Mais il n'y a pas de nouveau chapitre. Juste la même page blanche encore et encore, attendant que quelqu'un d'autre y écrive quelque chose. Et moi, j'ai avancé. J'ai eu un meilleur emploi, j'ai acheté une voiture, j'ai commencé à dire non sans broncher. J'ai arrêté de m'excuser d'être celle qui maintenait les choses, d'avoir des limites, de m'en aller. Et de temps en temps, quand je vois un SMS de quelqu'un de nouveau me demandant une faveur ou un membre de la famille me disant que Léa est toujours en difficulté, je secoue juste la tête parce que la vérité est qu'elle n'était pas la seule à avoir besoin de se réinitialiser. Moi aussi.